Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui abordera le titrage avec suivi conductimétrique. Je vous rappelle que la conductivité d'une solution, sigma, est une propriété des solutions ioniques. La conductivité d'une solution dépend de la nature des différentes espèces ioniques qu'elle contient et de leur concentration respective. Ainsi, la transformation chimique qui permet de suivre un titrage conductimétrique doit mettre en jeu des réactifs ioniques. Elle doit toujours être, comme pour tout titrage, rapide, totale et unique. Lors d'un titrage avec suivi conductimétrique, on mesure l'évolution de la conductivité de la solution titrée après chaque ajout de solution titrante. Pour ce faire, on utilise le montage qui s'affiche à l'écran. Ce montage contient une burette graduée dans laquelle se trouve la solution titrante, un bécher dans lequel se trouve la solution titrée et un barreau aimanté. Le bécher est posé sur un agitateur magnétique qui permet de faire tourner le barreau aimanté afin d'assurer l'homogénéité de la solution lors du titrage. L'appareil de mesure est un conductimètre et la cellule de conductimétrie est plongée à l'intérieur de la solution titrée. La conductivité dépendant des concentrations des espèces ioniques, on ajoute avant de réaliser le titrage une quantité importante d'eau distillée dans le bécher pour limiter l'effet de dilution lié à l'ajout de solutions titrantes. Les données volume versé et conductivité sont entrées au fur et à mesure dans un tableur grapheur, puis on trace la courbe représentant la conductivité sigma en fonction du volume versé en solution titrante. On obtient une courbe de ce type. On observe deux portions de droite, une avant l'équivalence et l'autre après l'équivalence. Comme la courbe de titrage se compose de deux droites, on peut verser la solution toujours de la même manière, soit millilitre par millilitre. L'allure de cette courbe de titrage et le coefficient directeur des portions de droite dépendent des conductivités molaires ioniques des réactifs titrants et titrés, ainsi que de l'évolution de leur concentration au cours du titrage. Pour comprendre l'allure de la courbe de titrage conductimétrique, il faut premièrement faire l'inventaire des ions présents dans le mélange réactionnel, c'est-à-dire dans le bécher, à chaque étape du titrage, y compris en prenant en compte les ions spectateurs. Deuxièmement, étudier les évolutions de leur concentration dans le mélange avant et après équivalence. Enfin, troisièmement, utiliser les conductivités molaires ioniques et la loi de Kohlrausch pour interpréter la variation de la conductivité. Pour mieux comprendre, prenons un exemple, le titrage d'une solution de chlorure de sodium, Na plus Cl-, par une solution de nitrate d'argent, Ag plus NO3-. L'équation de réaction support du titrage est Ag plus Aq plus Cl- Aq donne AgCl solide. Faisons l'inventaire des ions présents dans le système, c'est-à-dire dans le bécher. Avant l'équivalence, on retrouve des ions Na+, qui sont spectateurs et restent sans réagir dans le bécher. On trouve également des ions NO3-, qui sont apportés par la solution titrante et qui sont également spectateurs. Avant l'équivalence, c'est le réactif titré qui est en excès et le réactif titrant qui est limitant. Ainsi, les ions Ag+, ne sont pas présents en solution puisqu'ils sont immédiatement consommés lorsqu'ils arrivent dans le bécher. La seule espèce réactive présente avant l'équivalence est donc l'ion chlorure. Après l'équivalence, on retrouve les ions Na+, et les ions NO3-, qui restent des ions spectateurs. C'est maintenant le réactif titré qui est limitant. Tous les ions chlorure Cl- ont été consommés par le réactif titrant. Le réactif titrant est donc en excès. La seule espèce réactive présente après l'équivalence dans le système est donc les ions Ag+. Regardons à présent comment évolue la concentration de chaque ion avant et après équivalence. Avant l'équivalence, la concentration en Cl- diminue car les ions chlorure sont consommés au cours du titrage. La concentration en ion sodium Na+, reste constante car les ions Na+, sont spectateurs et l'effet de dilution dû à l'ajout du réactif titrant est négligé. La concentration en ion argent Ag+, est nulle puisque les ions argent sont le réactif limitant. Enfin, la concentration en NO3- augmente car les ions NO3- sont spectateurs et sont versés avec la solution titrante. Après l'équivalence, la concentration en ion chlorure est nulle car les ions Cl- sont le réactif limitant.
La concentration en ion sodium reste constante car les ions Na+ sont spectateurs et l'effet de dilution dû à l'ajout du réactif titrant est toujours négligé. La concentration en Ag+ augmente car les ions argent sont versés avec la solution titrante mais ne réagissent plus. La concentration en NO3- augmente toujours car les ions NO3- sont spectateurs et sont versés avec la solution titrante. Par définition, la conductivité de la solution contenue dans le bécher est la suivante. Elle dépend des conductivités molaires ioniques et des concentrations de chacun des ions présents en solution. Avant l'équivalence, le terme pour les ions Ag+ est nul, puisque la concentration en ion argent est nulle. Le terme pour les ions NO3- augmente, puisque la concentration en NO3- augmente. Le terme pour les ions Na+ n'évolue pas, puisque la concentration en ion sodium reste constante. Et enfin, le terme pour les ions chlorure diminue, puisque la concentration en ion Cl- diminue. Or, les conductivités molaires ioniques sont différentes selon les espèces. On voit ici que la conductivité molaire ionique des ions chlorure est légèrement plus grande que pour les ions nitrates. De ce fait, avant l'équivalence, la conductivité de la solution contenue dans le bécher diminue légèrement, comme on peut l'observer sur le graphique. Après l'équivalence, le terme pour les ions chlorure est nul, puisque la concentration en Cl- est nulle. Le terme pour les ions sodium n'évolue pas, puisque la concentration en Na+ reste constante. Le terme pour les ions NO3- augmente, puisque la concentration en NO3- dans le système augmente. Et enfin, le terme pour les ions argent augmente également, puisque la concentration en Ag+ augmente. De ce fait, après l'équivalence, la conductivité de la solution contenue dans le bécher augmente de manière plus marquée que précédemment, comme on peut l'observer sur le graphique. Le volume à l'équivalence est déterminé grâce à la méthode des droites séquentes. On trace les deux portions de droite modélisant les points de mesure avant et après équivalence. Le point d'équivalence E se trouve à l'intersection de ces deux droites. Il permet d'obtenir le volume de solution titrante versé à l'équivalence VE. Pour finir, résumons les notions qu'il est important de retenir. La transformation chimique qui permet de suivre un titrage conductimétrique doit mettre en jeu des réactifs ioniques. Elle doit être rapide, totale et unique. L'évolution de la conductivité de la solution titrée est mesurée après chaque ajout de solution titrante, millilitre par millilitre. L'allure de la courbe de titrage avant et après équivalence peut être expliquée grâce à la loi de Kohlrausch. Le volume à l'équivalence est déterminé grâce à la méthode des droites séquentes. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.